Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et dans ce podcast, je te partage ce que la vie m'a appris, ce que j'ai compris, parfois dans la douleur, parfois avec le temps, mais toujours avec cette envie de donner du sens à ce que je traverse. Et pour cette semaine, j'avais envie de revenir sur un syndrome bien connu qui est le syndrome de l'imposteur. Tu sais, en fait, c'est ce moment assez étrange où malgré les preuves, malgré les diplômes, ou malgré les réussites, ou même les retours positifs, tu as l'impression de ne pas mériter ta place. Et ça peut toucher dans énormément de domaines. Donc je me suis dit, on va donner des petits tips pour te permettre de passer au-delà de ce syndrome. Parce qu'en fait, dans ce syndrome, le principe, c'est que même si tu avances, même si tu réussis, même si tu es reconnu, il y a à l'intérieur de toi cette petite voix qui dit que tu as eu de la chance, que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas à la hauteur. Donc je trouve ça bien dommage quand on se sabote avec le syndrome de l'imposteur, donc on va en parler un peu. Et le terme de syndrome de l'imposteur, il a été identifié en 1978, c'est pas tout jeune, par deux psychologues, Pauline Clance et Suzanne Imes. Elles ont observé en fait que des femmes brillantes, performantes, diplômées, attribuaient leur réussite à des facteurs externes. Ces femmes-là disaient que c'était la chance, le timing ou les autres, mais jamais à leurs propres compétences. Et aujourd'hui, les études montrent que près de 70% des personnes vivraient au moins une fois dans leur vie un épisode de syndrome de l'imposteur. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche surtout les personnes compétentes. Alors attention, si tu n'as jamais vécu ce syndrome, ça ne veut pas dire l'inverse, d'accord ? Parce qu'en fait, le truc, c'est que plus tu développes de compétences dans un domaine, plus tu prends conscience de l'étendue de ce que tu ne sais pas encore. Et cette lucidité, elle est mal interprétée par notre cerveau. En fait, notre cerveau, il dit pas « tu es lucide », parce qu'effectivement, on ne peut pas tout savoir, jamais, dans aucun domaine, on n'a jamais toutes les connaissances d'un domaine. Mais le cerveau, il va dire « tu n'es pas légitime ». Et là, on retrouve quelque chose que j'ai déjà abordé dans l'épisode sur le biais de la négativité. C'est l'épisode 94, que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Et en fait, notre cerveau, avec ce biais-là, il est programmé pour repérer le danger, le manque, l'erreur. Et du coup, il va naturellement minimiser les réussites et amplifier les failles. Et c'est pour ça que je suis sûre que, tu sais, je sais pas si tu as déjà vécu le truc, mais je pense que oui, tu réussis 10 choses et tu rates une chose, et en fait, laquelle ton cerveau va analyser en boucle, celle que tu n'as pas réussi. Ça, c'est un truc, ça me dépasse. Mais c'est le cerveau, il est là pour nous protéger. À ça s'ajoutent les pensées négatives aussi. Les pensées, tu sais, rapides, spontanées, souvent irrationnelles, qui surgissent sans que tu les invites. Je ne suis pas assez, les autres sont meilleurs, je ne mérite pas. En fait, ça apparaît comme des vérités. Dans le syndrome de l'imposteur, on a aussi la comparaison sociale. Dans les travaux de Festinger en 1954, donc pareil, encore plus vieux que la découverte du syndrome de l'imposteur, on sait en fait que l'être humain se compare en permanence pour s'évaluer. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec, la vitrine des réseaux sociaux, la version filtrée des réseaux sociaux, on se compare au sommet. On se compare à quelque chose qui n'est parfois pas réel d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on a même tendance à se comparer à de l'IA sans savoir que c'est de l'IA. Et en fait, c'est normal qu'on sente ce décalage. Et la dernière chose qui agit dans le syndrome de l'imposteur, une des dernières choses, parce que c'est pas exhaustif, qu'on soit clair, c'est le perfectionnisme. Parce que le syndrome de l'imposteur, il est souvent lié à la croyance, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas valable. En fait, les recherches, elles montrent que le perfectionnisme augmente le stress, l'anxiété et qui garantit absolument pas la performance. Donc si je te prends un exemple perso, le syndrome de l'imposteur, personnellement, je l'ai ressenti à chaque étape de ma profession, même de ma vie perso. On va rester au niveau professionnel. À chaque fois que j'ai franchi un nouveau palier. Par exemple, quand j'ai publié mon premier roman. Sur le papier, tout était là. Un manuscrit de plus de 200 pages, une maison d'édition, un livre publié, quand même. J'avais dans les mains mon petit bébé et pourtant, je me sentais pas auteur. En fait, je me disais, t'as écrit qu'un livre. Ou y a des gens qui écrivent 3 livres par an. Tu vois, cette comparaison-là. Comme si, en fait, écrire un livre ne suffisait pas à être auteur. Ce qui est un peu ridicule quand j'y pense avec le retour, mais c'est exactement ça le syndrome de l'imposteur. C'est ce fameux « oui, mais ». Oui, mais t'as eu la chance d'avoir été édité. Oui, mais c'est pas un vrai livre parce que tu n'es pas dans la librairie de ta propre ville. Oui, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y avait que 200 pages. Tu vois un peu ce syndrome ? En fait, ce syndrome, je l'ai aussi vécu dans le coaching. Quand j'ai commencé à accompagner des personnes, je me suis dit « Qui es-tu pour accompagner quelqu'un ?»
je voulais pas faire partie de quelque chose de flou, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se proclame coach, en fait. Donc, je me suis certifiée avec un diplôme de l'État reconnu, un diplôme RNCP niveau 6, tout le truc. Et bien évidemment que ça m'a rassurée, et surtout pour mes clients aussi. Alors, d'un autre côté, personne m'a jamais demandé mon diplôme, qu'on soit clair, mais bon, je l'ai, mais en fait, c'était pour moi. J'avais besoin d'un cadre officiel, d'une validation externe, d'une preuve, comme si, en fait, cette légitimité devait m'être donnée. Et malgré ce diplôme-là, je me suis encore pas sentie légitime. Et surtout au moment où j'ai décidé d'accompagner les gens en burn-out. Parce qu'en fait, dans ma tête, ça disait mais t'es qui pour accompagner les gens en burn-out ? T'es pas psy, t'es pas médecin. Donc je précise bien. Et d'ailleurs, le syndrome de l'imposteur fait que j'ai toujours besoin de me justifier. Tu vois, souvent je dis, alors attention, dans le burn-out, il y a la partie psy, il y a la partie médecin. Moi, j'accompagne soit avant en prévention, soit après en reconstruction. Et en fait, ça permet de donner un cadre et de rassurer ce syndrome de l'imposteur. Parce que, à force des épisodes, tu as compris que ton cerveau, il aime pas quand il y a des risques. Et ce syndrome-là, c'est juste un mécanisme pour protéger. Et c'est quand ça pose un problème dans ta vie en général que tu t'y intéresses, parce que sinon, tu ne connais même pas le concept. Moi, j'ai pris le temps de faire cet épisode parce que même en sachant qu'il existe, ce syndrome-là, il revient sans arrêt chez moi. Mon deuxième roman, c'est de la fantaisie. Donc mon deuxième roman, mon cerveau il s'est remis en boucle en disant « Ouais, mais t'as même pas un style littéraire précis, en fait t'es pas une auteure de roman, là tu fais de la fantaisie, l'autre c'était un roman contemporain, bref. » À force, je me suis habituée, j'ai rassuré mon cerveau en lui disant « Oui, Michel, c'est encore un autre genre, t'es pas prêt parce que c'est le troisième roman, en plus c'est même pas c'est un autre style. » Donc je lui ai dit à mon Michel, à moi, je lui ai dit « Attends, c'est un autre style, rassure-toi, on risque rien. » Parce qu'en fait c'est juste ça. C'est le cerveau essaie de te protéger. L'incertitude ne le rassure pas du tout, il a peur. Donc ok, moi je le rassure maintenant, ça m'empêche pas de le vivre encore. Mais bon, le but de cet épisode, c'est pas de te raconter ma vie et mes petits syndromes de l'imposteur, c'est surtout de te donner des tips si toutefois, toi, tu as déjà vécu ou que tu vis en ce moment un truc où tu dis « je me sens pas les épaules, je me sens pas apte, c'est pas pour moi ça ». Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un peu ce que je te disais dans l'épisode des cercles de Covey, dans l'épisode du mois dernier. Juste, il est très récent. C'est pas tout ce qui est à l'extérieur qui va conditionner ta vie. C'est toi comment tu vas réagir et ce que tu vas en faire. Et en fait, tu contrôles pas les critiques, les jugements, mais tu vas contrôler toi, ton positionnement, tes compétences, tes actions. Le syndrome de l'imposteur, il pousse à vouloir contrôler le regard extérieur. Mais ça, c'est une bataille perdue. Donc, je vais te donner des outils concrets si toutefois tu ressens ce syndrome de l'imposteur. Des outils pour sortir de ce piège, on va dire. Des outils simples. Et un dernier qui est un peu plus long, mais ça, c'est si jamais tu te sens d'analyser un peu plus ce que tu ressens. Donc le premier, ça va être, lorsque tu fais face à cette espèce d'impression que tu n'es pas à ta place, je vais t'inviter à distinguer compétence et confiance. La compétence est factuelle, la confiance est émotionnelle. Et tu peux tout à fait être compétent ou compétente et te sentir pas confiante ou pas confiant. Demande-toi en fait, est-ce que je manque de compétences ou est-ce que je manque de confiance ? Et c'est vraiment pas la même chose. C'est ok de pas avoir confiance en soi quand on fait un truc, surtout quand on n'a jamais fait le truc. À chaque coaching, à chaque début de coaching, personnellement je doute. Et c'est normal, c'est nouveau, je connais pas la relation que je vais avoir avec mon coaché. C'est normal, mais j'ai les compétences pour l'accompagner. Et d'ailleurs, si je les ai pas, je passe la main. Donc tout va bien. Tu vois, je rassure Michel, mon cerveau. Oh, il s'appelle pas Michel, mon cerveau. Tiens, j'ai jamais donné de nom à mon cerveau. Faudrait que je le personnifie un peu parce que franchement, il prend de la place dans ma vie. Bref, compétence et confiance, c'est pas sur le même niveau, mais ils peuvent cohabiter. Le deuxième type, c'est que tu peux tenir un journal des preuves. Pas un journal des ressentis comme j'ai pu te dire dans d'autres épisodes, mais un journal des faits. Par exemple, j'ai écrit un livre. J'ai accompagné X personnes. J'ai reçu tel retour positif. J'ai suivi telle formation. J'ai tel diplôme. Tu vois, le cerveau, il adore les preuves. Donne-lui des données. Donne-lui des faits. Et ensuite, tu peux aussi t'amuser à identifier la croyance derrière le doute. Demande-toi, pour être légitime, je dois être quoi ? Est-ce que je dois être parfaite ? Est-ce que je dois être diplômée ? Est-ce que je dois être la plus ancienne ? Va chercher la croyance. Qu'est-ce que tu dois être pour être légitime ? Et puis tu peux travailler au fur et à mesure ces croyances. Tu vois, par exemple, si tu penses que tu dois être diplômée pour ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur, passe ton diplôme. Parce qu'en fait, la croyance inconsciente, elle reste là, elle pilote tout.
Le pire, en fait, c'est qu'en général, il n'y a pas une seule croyance derrière le doute. Mais petit à petit, plus tu deviens conscient de ces croyances-là, plus tu sais ce qu'il te faut pour te sentir en fait légitime et ne plus ressentir ce syndrome de l'imposteur, et plus tu vas réussir à déglinguer ces croyances. Moi, j'adore déglinguer les croyances qui me freinent, hein. Les croyances qui me poussent, c'est bon, je les garde, hein. Mais les croyances qui me freinent, d'ailleurs je te renvoie aux épisodes sur les croyances, mais les croyances qui me freinent, c'est quand même quelque chose que j'adore déglinguer. Ensuite, un autre tips, ce serait l'exposition graduelle. Parce qu'en fait, il ne faut pas s'attendre à ne plus avoir le syndrome de l'imposteur en 3 phrases magiques, tu sais. Je suis doué, je vais bien et tout est cuicui les petits oiseaux. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut en fait pas attendre de se sentir légitime pour agir. Donc en fait, le tips, c'est d'agir à petite dose. Propose, prends la parole, fais des accompagnements. Ça dépend le domaine dans lequel tu as ce syndrome de l'imposteur. Mais fais des petites actions, des petites étapes qui vont venir rassurer Michel, ton cerveau. Tu vois, en fait, tu vas lui dire, tu risques rien de vital. La légitimité, elle vient après l'action, jamais avant. Et le dernier tips, donc je te disais un peu plus profond, ça c'est si tu veux prendre du temps, mais je trouve ça super libérateur, tu prends une feuille et tu écris. Si je me sentais totalement légitime, donc c'est un peu comme tout à l'heure, qu'est-ce que je dois être, mais plus profond, en fait, c'est comment je me comporterai, comment je parlerai, qu'est-ce que j'oserais faire, qu'est-ce que j'arrêterai de faire. Et après, tu commences à incarner 5% de cette version. T'emballes pas, hein. Je t'ai pas dit d'être 100% cette version, parce qu'en fait, le risque de sortir totalement du syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir un ego surdimensionné et de se croire mieux qu'eux et plus qu'eux. Donc attention, j'ai pas envie que tu passes de l'autre côté de la force, tu sais, genre, moi je suis la meilleure coach du monde et j'accompagne tout le monde n'importe comment. Attention, syndrome de l'imposteur, pour moi, il a ses petits côtés positifs. Il me permet de me remettre en question régulièrement. Et du coup, ça m'aide à garder les pieds sur terre. Mais pour moi, par exemple, je sais que je suis auteur maintenant. Je ne me compare pas à un auteur qui vit de son activité, par exemple. Mais j'ai écrit 2 romans, le 3e est en cours. Donc oui, c'est factuel, j'écris des livres et c'est tout. Et je me comporte aujourd'hui comme une auteure. Oui, je fais des dédicaces. Oui, je suis fière de mes livres. Oui, je me suis demandé, tu vois, qu'est-ce que j'oserais faire ? J'oserais faire des dédicaces dans un magasin. Donc là, je suis en train de prospecter pour faire des dédicaces dans des magasins. En fait, c'est un peu comme si tu reprogrammais une identité. Parce que je crois que le syndrome de l'imposteur, c'est pas le signe que tu es une fraude, c'est le signe que tu es en train de t'étendre. À chaque palier de la vie, pour moi, il est revenu et c'est ok. Parce qu'aujourd'hui, quand il revient, je me dis plus je suis une fraude. Je me dis ok, je suis en train d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences et effectivement, je sais pas tout, mais j'avance. Et peut-être que toi aussi, si cette voix est là en ce moment, c'est pas que tu n'es pas légitime, c'est peut-être simplement que tu es en train de devenir une autre version de toi. Une autre version que celle que tu connais. Et ouais, ça fait toujours un peu peur. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta place. Donc voilà, pour cet épisode sur le syndrome de l'imposteur, on peut le vivre tellement dans des situations de la vie quotidienne. De temps en temps, il y a des personnes qui ne se sentent pas une bonne mère. Et ça peut durer, tu vois, avec ce syndrome, ça peut durer soit sur une longue période et ça te freine dans ta vie. Moi, c'est ce que ça a fait au niveau de mes activités professionnelles. Mais on le vit aussi dans le quotidien. Je suis pas assez, oh là là, mais là, je suis pas une bonne mère parce que j'ai pas fait ça, mais c'est ok. C'est ok. Ça permet de garder les pieds sur terre. C'est un peu ma phrase finale. Le syndrome de l'imposteur, il sauve parfois d'un ego surdimensionné. Je pense que voilà, ça peut avoir un équilibre comme ça. Donc voilà pour cet épisode. N'hésite pas, si cet épisode t'a plu, à le partager à quelqu'un qui aurait ou n'aurait pas assez de syndrome de l'imposteur. Et puis, quant à moi, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.